Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. L'éducation nationale, ce mammouth, ce paquebot, a évidemment besoin d'un commandement. Une phrase issue de cet ouvrage, Omerta dans l'éducation nationale. Alors, qui sont ces responsables d'établissement, leurs conditions de travail et la réalité de leur mission au sein d'une école toujours plus à la dérive? Subissent-ils eux aussi l'omerta qui semble régner dans l'éducation nationale? Eh bien, c'est le sujet de notre grand entretien. Bonjour Patrice Romain. Merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez d'abord instituteur, puis directeur d'école et enfin principal de collège. Vous avez pris votre retraite il y a 4 ans et vous publiez depuis de nombreux ouvrages sur l'éducation nationale que vous avez donc bien connu. Un principal ne devrait pas dire ça, Requiem pour l'éducation nationale, mots d'excuses, les parents écrivent aux enseignants. Et puis dernièrement donc cet ouvrage, Omerta dans l'éducation nationale, les chefs d'établissement sortent du silence. C'est aux éditions du Cherche Midi et ça a été publié l'année dernière. Alors justement Patrice Romain, pourquoi est-ce que vous avez décidé de publier cet ouvrage il y a 1 an? Eh bien, lorsque je suis arrivé à la retraite, j'ai un petit peu fait le bilan et je me suis rendu compte que j'avais un tas de collègues qui étaient en burn-out, qui craquaient complètement. Et je me suis dit, ce n'est pas possible de taire toute cette souffrance au travail. Et donc, j'ai envoyé un questionnaire à tous mes collègues de France et de Navarre, et anonymes évidemment. Et donc, j'ai collecté leurs réponses qui sont édifiantes. Et je vous avoue que moi-même, en récoltant toutes ces réponses, je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Et donc, je les ai compilées, rassemblées pour sortir ce livre qui, en fin de compte, est un cri d'alerte, un de plus, malheureusement. On va parler évidemment de ce cri d'alerte. Alors, vous avez publié ce livre 1 mois avant le drame de la mort de Dominique Bernard. 3 ans après celle de Samuel Paty, tous deux tombés sous le coup du terrorisme islamiste car ils enseignaient. Que disent donc ces 2 événements de l'état de notre système éducatif pour vous? Alors, ce sont évidemment des événements dramatiques, mais ces 2 assassinats ne sont pas étonnants. Lorsque mon livre, donc, Omerta dans l'éducation nationale est sorti, donc, comme vous dites, c'était avant, malheureusement, ce 2e assassinat, j'avais dit que le meurtre de Samuel Paty serait suivi d'autres. Et malheureusement, les événements m'ont donné raison, et je vous le redis euh, sans aucun risque de me tromper, il y en aura d'autres. On attend donc évidemment un sursaut pour éviter qu'il y en ait d'autres. Hier, une minute de silence a été organisée dans tous les établissements scolaires, ainsi que le déplacement de ministres pour commémorer la mort de ces 2 professeurs. Est-ce que c'était nécessaire pour vous et aussi une façon de les réhabiliter aux yeux de l'école, hiérarchie comme élève, entendez? Alors oui, bien sûr. Encore que je ne suis pas forcément un adepte des petites bougies. Ouais. On a un meurtre, les petites bougies, la marche blanche, et hop, on oublie et on recommence. Je vais juste vous donner un petit exemple. Lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, que le président de la République de l'époque avait décrété une minute de silence, notre hiérarchie nous avait demandé de remonter tous les incidents qui s'était produit à l'intérieur de notre établissement durant cette minute de silence. Moi, à l'époque, je dirigeais un collège, un collège que l'on qualifie maintenant de tranquille, mais qui devrait être la normalité. Et donc, dans mon collège, j'ai eu 2 incidents. Bon, très bien, je remonte ça à ma hiérarchie. Et le soir, au journal télévisé, je vois la ministre qui décrète 200 incidents sur toute la France. Ça veut dire que moi, dans mon seul établissement tranquille, j'avais eu 2 incidents, et sur les 64 000 autres établissements de France, il n'y en avait donc eu que 198. Donc, vous voyez, on nous prend pour des jambons, on nous raconte n'importe quoi, c'est l'omerta dans l'éducation nationale, et tant qu'effectivement on n'aura pas crevé l'accès, que l'on n'aura pas posé des mots sur des faits, qu'on ne se voilera plus la face, eh bien, on pourra en faire des minutes de silence. Et il y en aura d'autres. Hein. Donc l'omerta dans l'éducation nationale et jusque dans nos médias, là en l'occurrence, c'est vrai que vous pointez non seulement le discours, le faux discours, peut-être la malhonnêteté d'une certaine manière de la ministre de l'Éducation, mais donc la complicité des journalistes en l'occurrence. Ah non, non, pas du tout.
Pas du tout. Heureusement que justement les médias sont là pour donner un écho à tous ces scandales. Mm. Non, non, moi ce que je pointe, c'est le silence de toute la hiérarchie, de tous ces hauts fonctionnaires qui sont grassement payés pour effectuer des tâches qui ne me semblent pas indispensables au bon fonctionnement de l'éducation nationale et qui, pour garder leur poste, mettent toute la poussière sous le tapis et nous disent que tout va bien alors que c'est une catastrophe. Mm. Alors, on parlait tout à l'heure donc, de ces deux drames, les deux assassinats de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Dans un article d'hier publié au Figaro, un chef d'établissement prend la parole et il confie, je vais le citer, « C'est malheureux, mais je pense que s'il n'y avait pas eu l'assassinat de Dominique Bernard en 2023, 3 ans après celui de Samuel Paty, l'État et l'Éducation nationale ne seraient pas aussi actifs sur les sujets de la protection des personnels. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on oublie, qu'on se relâche. » Fin de citation. Est-ce que vous pensez, Patrice Romain, que l'éducation nationale, effectivement, a pris acte, d'une certaine manière, en l'occurrence, de la menace islamiste qui pèse dans nos écoles? Alors, oui, il est incontestable qu'il y a eu un avant et un après Samuel Paty. Mais il est quand même temps que l'éducation nationale fasse son aggiornamento. Concernant Samuel Paty, par exemple, est-ce que vous vous rendez compte que on répand de faux bruits? Par exemple, c'est acté comme quoi la pauvre petite a été choquée par les caricatures. Ce qui est faux, parce qu'elle n'a pas assisté à la séance. Ça, il faut bien le redire. C'est-à-dire, donc, elle n'a pas assisté. Il faut savoir également que dans les rapports des inspecteurs généraux, l'administration n'a rien à se reprocher. Parce que l'éducation nationale, vous savez, c'est l'auto-évaluation. Ce sont des gens de l'éducation nationale qui évaluent l'éducation nationale. Donc évidemment, tout va bien. Donc là, tout s'est passé parfaitement. On oublie de dire, par exemple, que le pauvre Samuel Paty n'avait pas de bip pour entrer dans son parking en voiture. Ah oui. C'est la raison pour laquelle il se déplaçait à pied. Donc, il faut savoir donc que parmi tous les menteurs, hein, il n'y a pas d'autre mot, il y en a quand même un qui a eu la Légion d'honneur. Hein, pour prix de son silence et de son mensonge, on lui a attribué la Légion d'honneur. La chef d'établissement qui, dans un collège laïque, a reçu un imam. Petite parenthèse, si elle avait reçu un curé ou un rabbin, ça aurait fait le scandale. Hein. Donc là, personne n'y trouve rien à dire. Je serais curieux de voir où se trouve actuellement cette personne qui a parfaitement servi la gouvernance et donc l'hypocrisie. Donc en fin de compte, on achète les gens en leur donnant des petits hochets. Vous savez, c'est Napoléon qui disait qu'on achetait les hommes, en parlant de la Légion d'honneur, il disait qu'on achetait des hommes avec des hochets. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que les gens qui servent bien cette omerta, qui mettent bien la poussière sous le tapis, eh bien, on les récompense avec une médaille, avec une promotion, une mutation, etc. C'est un scandale absolu. Et en attendant, les professeurs, effectivement, qui devraient être présumés innocents, sont cloués au pilori et donc coupables pour Samuel Paty. Exactement. Et il y a un sondage qui est paru. Je crois qu'il y a plus de la moitié des professeurs d'histoire-géographie notamment qui n'osent plus enseigner tout à fait comme avant. Et il faut les comprendre. Chacun tient à sa peau, c'est normal. On ne se rend pas compte. Vous savez, ce n'est pas pour rien si j'ai intitulé mon livre Omerta dans l'éducation nationale, parce qu'il y en a des choses cachées. Alors justement, on va en parler de ces choses cachées. Vous avez donc écrit à ces chefs d'établissement. Ce livre est le recueil donc de témoignages, d'expériences vécues par des principaux de collège et des proviseurs de lycée, donc des responsables d'établissement. D'abord, est-ce qu'ils ont eu peur de parler? Et puis, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Alors oui, ils ont eu peur. C'est excellente question. C'est que vous vous rendez compte, dans le pays des droits de l'homme, hein, les fonctionnaires de l'éducation nationale ont tellement peur de leur hiérarchie qu'il y en a qui ont trouvé d'autres moyens pour me contacter. Ah oui. Hein, le mail laissait des traces, donc ils ont recherché ma trace sur les réseaux sociaux pour me contacter sans justement laisser de traces. Vous rendez compte à quel point on en est rendu. Et puis maintenant, ce qu'ils disent, eh bien, tout est retracé dans le livre anonymement, et sachant que lorsque vous avez une anecdote, finalement, ce n'est que le reflet de dizaines et de dizaines de témoignages que j'ai reçus. Oui. J'ai essayé de synthétiser pour que justement le lecteur puisse s'y retrouver. Et alors, pour que le lecteur s'y retrouve, est-ce que vous avez fait appel justement à des chefs d'établissement du public et du privé confondus, ou bien vous êtes concentré sur l'un des deux? Les deux? Non, les deux, parce que même si effectivement dans le privé, je crois qu'il y a beaucoup moins de problèmes. Pourquoi? Parce qu'effectivement la direction des établissements privés a la main
pour exclure les fauteurs de troubles, et heureusement. Alors que dans le public, évidemment, il faut accueillir tout le monde, hein, y compris celui qui va empêcher tous les autres de travailler. Donc je pense quand même qu'il y a moins de problèmes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, hein. Alors, ces problèmes, justement, de l'équipe éducative aux élèves, en passant par les parents, personne ne semble vraiment épargné. Du professeur, par exemple, du lycée Maurice Ravel, à celui du lycée de Voilà. l'Immaculée Conception à Pau, Christian Espeso, ou encore à cette professeure agressée la semaine dernière à Tourcoing. C'est le procès un peu de tout le monde. Alors, qui veut leur peau, concrètement? Alors, qui veut leur peau? Ça, je n'en sais rien. Est-ce Ce que qui est dans le certain, système pyramidal, d'une certaine manière, est-ce qu'il y a un fautif ou bien c'est un ensemble dans le système éducatif? c'est un ensemble. Il faut un petit peu comprendre ce système. Vous avez le ministre qui n'est pas là par conviction, qui est là pour faire une carrière. Il est là quelques jours, quelques semaines, quelques mois, Mm. rarement quelques années. Donc ce qu'il veut, ce sont des résultats immédiats pour prouver que c'est lui le meilleur, que la réforme qu'il a mise en place est parfaite, etc. Donc pour cela, il y a en dessous de lui, il y a les recteurs. Ce sont les responsables de l'éducation nationale au niveau régional. Mm. Donc eux, ce sont des politiques qui sont nommés par le ministre et qui peuvent sauter à tout moment. Donc ceux-là, ils sont dans les régions justement pour faire pression sur tout le monde pour qu'il y ait de bons résultats. En dessous des recteurs, on a les directeurs académiques. C'est un par département, donc chargé, enfin responsable de l'éducation nationale au niveau départemental. Et donc eux, ben, pour avoir une promotion, une mutation, ils sont prêts à vendre femmes et enfants. Et donc ils mettent une pression sur les chefs d'établissement pour leur dire, dans votre établissement, il vous faut des bons résultats et surtout, il ne faut aucun incident, Mm. hein, encore moins une atteinte à la laïcité, moyennant quoi vous aurez effectivement votre mutation ou votre promotion. Puisque contrairement aux professeurs, les chefs d'établissement, c'est en fin de compte à la tête du client. Ils sont mutés officiellement en fonction du poste, du profil de poste, mais dans les faits, ils sont mutés ben, si ce sont de bons petits soldats. Donc le chef d'établissement tout en bas de l'échelle, soit effectivement il est honnête avec lui-même, c'est-à-dire qu'un élève qui met le bazar, il le sanctionne, soit il met lui-même la pression sur ses professeurs en leur demandant d'accepter tout et n'importe quoi, de se Mm. faire insulter, éventuellement de se faire frapper, de manière à ce que lui ensuite soit bien vu de sa hiérarchie et donc puisse poursuivre sa petite carrière tranquillement. Donc c'est tout un système qui est vérolé, quoi. Alors, à la différence, par exemple, du ministère de l'Intérieur qui, lui, va davantage soutenir sa police, ses fonctionnaires, la hiérarchie dans l'éducation nationale, c'est vrai, n'a pas l'impression qu'elle suit ses professeurs. Comment on explique un tel décalage? Pourquoi c'est possible dans un ministère et pas dans celui-ci? Eh bien, comment vous dire, moi j'ai été 22 ans sapeur-pompier volontaire. Je peux vous garantir que mes chefs chez les sapeurs-pompiers, je les suivais les yeux fermés, parce que Ouais. c'était des gens qui étaient respectables. Dans l'éducation nationale, les chefs ne sont pas respectables, Mm. donc ils ne sont pas respectés. C'est tout simplement ça. Beaucoup sont des pleutres, ils n'osent pas prendre leurs responsabilités. Vous savez, il y a bien, Monsieur Allègre, un ancien ministre, avait parlé de dégraisser le mammouth. Il y aurait effectivement un gros dégraissage à faire, mais attention, pas le dégraissage du professeur qui est seul face à 30 élèves excités. Dans tous les donneurs de leçons, à mon avis, auraient autre chose à faire que de donner des leçons. Il serait mieux devant les élèves. C'est ça, donc d'une certaine manière, on comprend qu'ils exigent la hiérarchie, d'une certaine manière, une fidélité jusque boutiste de leur chef d'établissement, mais par contre, ils ne la donnent pas. Voilà, c'est exactement ça. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mm. Mais ça, je pense que C'est ce pas n'est nouveau. pas spécifique à l'éducation nationale. Je crois que bon nombre de nos élus qui demandent des efforts et de l'honnêteté ne font guère d'efforts et ne sont guère honnêtes. Oui. Alors, les conditions de travail semblent donc de pire en pire. Ça s'est accentué pour vous avec les années? Oui. Outre le Mm. manque donc de reconnaissance d'une certaine manière, voire peut-être le mépris de chefs d'établissement, vous pointez aussi dans ce livre leur solitude. Ah oui, parce que le chef d'établissement, euh, c'est vrai, il est tout seul. C'est-à-dire que lorsque donc il est officiellement soumis à obéissance, hein, il a une hiérarchie, on lui demande de faire appliquer la réforme, et lorsque le chef d'établissement veut suivre les consignes qui lui sont données et que ça commence à grogner au niveau de la base, eh bien,
sa hiérarchie va aussitôt le lâcher parce que c'est un problème de nombre. De la même manière que le professeur, quand il est seul face à 15 parents, la hiérarchie va le lâcher. C'est-à-dire que l'éducation nationale, elle est forte avec les faibles et faible avec les forts. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas raison à celui qui est dans son bon droit, elle donne raison à celui qui risque de faire le plus de vagues. Donc évidemment, au niveau éducatif, il n'y a rien de pire. Alors si justement c'est le nombre qui compte et qu'il faut être plus fort, est-ce qu'on ne peut pas attendre que les professeurs, les surveillants, les familles d'élèves se serrent les coudes justement et puissent porter ensemble leur voix et puis d'ailleurs aussi porter leur voix dans les tribunaux s'il le faut avec une aide juridique? Alors, bien souvent, les intérêts sont complètement antagonistes. C'est-à-dire que, le, il- comment vous dire, lorsqu'il y a un conflit entre un professeur et un élève, il y a quelques décennies, il n'y avait pas tergiversé, le professeur disait la vérité, et puis l'élève était puni, voilà, terminé. Maintenant, on remet tout en cause, et donc, euh, il y a un énorme quiproquo entre les parents et les professeurs. Les parents connaissent très bien leurs enfants. Les professeurs connaissent très bien leurs élèves. Mm. Et les parents ont du mal à accepter qu'un enfant très sage à la maison soit un pirate au collège. Mm. Et, à contrario, les professeurs qui ont un élève extrêmement pénible ont du mal à imaginer qu'à la maison, les parents élèvent correctement leur enfant. Et donc, c'est un peu ce manque de dialogue, mais ça c'est général, c'est pas l'éducation nationale. Maintenant, on ne dialogue plus, on s'affronte. Et donc, au final, c'est l'élève et donc plus tard la société qui en pâtit. Alors c'est le chef d'établissement justement qui pourrait faire le tampon entre ses parents et ses élèves? Oui, et bien souvent il le fait. Alors, le tampon, souvent, ça consiste justement à apaiser les tensions et puis à faire en sorte que surtout ça ne prenne pas de grandes des proportions. Je suis désolé. Surtout que ça ne prenne pas des proportions qui ne devraient pas être. Et surtout, il ne faut Oui, pas que ça aille dans les médias. oui c'est Si ça. ça, Donc si ça va dans les médias, c'est terrible. Ah, toujours ce même dicton en fait, le pas de vague quoi, qui revient. exactement, exactement, exactement. Alors, vous parlez dans votre ouvrage, Omerta dans l'éducation nationale, Patrice Romain, du métier de chef d'établissement comme l'un des plus intéressants au monde dans toutes ses dimensions. Donc, accompagner bien sûr les adolescents, soutenir les professeurs, écouter les parents, mais aussi dialoguer avec les élus. Mais je vous cite aussi, je ne connais aucune autre profession qui possède aussi peu de pouvoir dans la réalité, alors qu'on lui en prête tant officiellement. Alors, ces responsables d'établissement, Patrice Romain, ne peuvent-ils pas, au contraire, impulser une politique d'établissement? N'est-ce pas leur rôle? Bien sûr, mais en théorie, tout est parfait à l'éducation nationale. Mm. C'est-à-dire que le chef d'établissement, effectivement, est là pour impulser une politique. Alors, lorsque vous avez un chef d'établissement qui veut impulser une politique et que cette politique déplaît à toute son équipe pédagogique, Mm. donc il doit évidemment utiliser tout son pouvoir de persuasion, mais il est toujours dans la négociation. Parce que si en face de lui, il a une majorité d'enseignants qui refusent d'appliquer les consignes, il n'a aucun moyen de les imposer. Et soit il les impose, et ça crée des tensions, et ensuite sa hiérarchie lui reproche un excès d'autoritarisme, soit effectivement il laisse la bride sur le cou à ses enseignants, et on lui reproche de ne pas faire appliquer les Mm. réformes. Donc, au final, on en arrive à une hypocrisie terrible, parce que pour éviter les vagues, justement, les chefs d'établissement disent oui, oui, tout va bien, on fait ce qu'il faut. Donc la hiérarchie est contente. Et puis, sur le terrain, eh bien, on laisse les professeurs, et c'est bien souvent la meilleure solution, enseigner comme ils entendent Mm. pratiquer leur enseignement. Et voilà. Et donc on revient d'une certaine manière aussi à cette solitude et au fait qu'ils soient peut-être désavoués même par leurs fonctionnaires. D'ailleurs, je vais citer des chiffres qui sont dans votre ouvrage et que je trouve vraiment importants. Selon une enquête menée donc en 2021, vous nous expliquez que 80% des personnels de direction avouent passer par des moments de dépression. 77%
estiment vivre sous le joug des injections hiérarchiques et 12,6% ont dépensé suicidaires et d'automutilation. Je pense que c'est des chiffres dont on n'entend pas assez parler, c'est vrai, sur cette solitude en tout cas des chefs d'établissement. Alors en ce qui concerne les Vous avez parfaitement raison de le signaler parce qu'on parle beaucoup de la détresse des professeurs, mais beaucoup moins de celle des chefs d'établissement parce que ça n'intéresse pas grand monde finalement, parce qu'on ne sait pas exactement juste quel est leur rôle et puis ils sont beaucoup moins nombreux et ça touche beaucoup moins les parents. Mais c'est terrible. Vous savez bien sûr qu'il y a des suicides dans les chefs d'établissement, des suicides parce qu'il y a des pressions professionnelles, mais personne n'en parle. C'est vrai qu'effectivement, on a l'habitude d'entendre des affaires autour de professeurs qui sont victimes d'une certaine manière de ce que alors, du joug des injonctions hiérarchiques, mais pas tant pour les chefs d'établissement. Alors quand même, un mot des enseignants tout de même, évidemment. Ceux qui sortent des rangs de la doxa ambiante sont sans cesse évidemment pointés du doigt, inspectés durant leurs cours, rappelés à l'ordre. Et ce dicton, la parole est d'argent, le silence est d'or, semble tristement s'appliquer à ceux qui veulent garder leur poste et les perspectives d'évolution de carrière. Quel est le poids de ces instructeurs justement vis-à-vis de ces enseignants ? Alors là, en parlant de la parole et d'argent, le silence de d'or, je parlais plutôt des chefs d'établissement, hein, parce que les enseignants, alors là c'est un mystère pour moi, se font inspecter 2 fois dans leur carrière, hein, globalement. Donc, l'inspecteur n'a aucun pouvoir sur eux, puisqu'entre un enseignant qui est très mauvais, parce qu'il y en a, Ouais. et un enseignant qui est excellent, il y a très peu de différence de salaire au final. Donc, la visite de l'inspecteur ne sert à rien, et pourtant, les enseignants, la plupart des enseignants tremblent devant cet inspecteur. Et ça, pour moi, c'est un mystère. C'est un D'accord. Pour mystère. vous, il n'y a pas tellement, c'est ça, un poids réel derrière dans les actions des instructeurs face à ces enseignants. Alors, déjà, quand vous parlez d'instructeur, moi, je serais curieux, un inspecteur qui vient en REP donner des conseils à un professeur, je serais curieux de le voir à la place du Oui, professeur. bien sûr. Donc, je vais faire à nouveau le comparatif avec les sapeurs-pompiers, hein, c'est ce que j'ai vécu. Moi, je veux dire, chez les pompiers, le chef qui me demandait de me poster à tel endroit pour l'incendie, je lui faisais confiance parce que je savais qu'auparavant, lui, il s'était posté à cet endroit-là et qu'il connaissait son métier. Là, concernant les inspecteurs, je suis beaucoup plus dubitatif. Oui. Hein. Et donc, et de toute façon, le système est tellement pernicieux, tellement lourd que un mauvais rapport ne sert à rien. Et encore pire, un mauvais rapport de l'inspecteur au sujet d'un enseignant peut provoquer une réaction des syndicats. Mm. Et ça, l'inspecteur, il n'a pas envie de faire des vagues, donc il va modérer ses propos. On est toujours dans l'évaluation, peut mieux faire, je conseille à monsieur Untel de faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Sans compter le fait que ces inspecteurs ont des consignes pour faire en sorte de ne pas fâcher les professeurs, puisqu'on manque de professeurs. Si en plus on les décourage, ils démissionnent et on n'a personne. Oui, alors justement, ces syndicats, je voulais en parler. On le voit bien dans votre ouvrage, déjà, la colère gronde d'une certaine manière hein, dans les rangs des chefs d'établissement, mais aussi des enseignants, avec des métiers, les deux, décrits comme plus attractifs, rémunération aussi trop faible, compte tenu d'ailleurs de la charge que représente leur mission. Quel est aujourd'hui leur champ d'action et est-ce qu'ils peuvent faire entendre leur voix justement via des syndicats ? Alors, je vais quand même vous préciser que concernant le métier peu rémunérateur, certes, on n'est pas riche quand on est enseignant, mais bien des enseignants se contenteraient de leur salaire s'ils avaient des conditions de travail correctes. D'accord. Ce qui est terrible, c'est la paix. Je veux dire, être peu payé pour se faire insulter toute la journée, là, c'est compliqué. C'est ça, c'est le Alors, décalage avec leurs conditions de travail. voilà, exactement. Maintenant, donc les syndicats ont un poids énorme à l'éducation nationale, ce qui là aussi est étonnant puisque il y a moins de 30% des professeurs qui sont syndiqués, et encore parmi ceux qui sont syndiqués, il y en a beaucoup qui ne se syndiquent que pour obtenir leur mutation. D'accord. Donc, moi, je suis surpris de voir effectivement ce poids, mais toujours est-il que le ministre, enfin,
tremble, entre guillemets, devant les syndicats. Moi, j'ai un inspecteur il était même en colère, il a dit qu'est-ce que vous voulez? Les syndicats, ils parlent à l'oreille du ministre, mais pas moi. Et est-ce que malgré toutes ces expériences difficiles, parce que là on parle quand même de choses assez négatives, est-ce que vous gardez espoir évidemment pour l'avenir de l'école en France et puis d'ailleurs que vous inspire la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet? Alors, déjà, moi, je ne regrette pas une seconde d'avoir fait le métier que j'ai fait. Il y a un tas de petits bonheurs. Effectivement, ce que je vous dis, c'est un peu sombre, mais il y a un tas de petits bonheurs qui sont extraordinaires. Alors maintenant, je suis d'une nature très optimiste, mais concernant l'éducation nationale, je suis effectivement très pessimiste. Je pense qu'on va doucement, mais sûrement, vers les États-Unis, c'est-à-dire une majorité d'établissements publics qui vont faire de la garderie, vaille que vaille, et quelques établissements privés d'élite euh, où effectivement on va former les futures élites de la France. Et c'est catastrophique. Alors quant à la nouvelle ministre, évidemment, il faut toujours... on peut pas tomber sur quelqu'un alors qu'il n'a encore rien fait. Oui. Mais le simple fait de changer de ministre tous les quelques mois prouve l'importance que l'on attache à l'éducation nationale en très haut lieu. Et vraiment, a priori, j'ai du mal à concevoir qu'une personne telle que la ministre actuelle puisse avoir de l'empathie pour les professeurs au vu de son vécu. Oui, Mais c'est... bon, Oui. il faut toujours, effectivement, il faut donner sa chance aux gens. Mais je pense qu'il y avait un tas de personnes qui connaissaient mieux Mm. l'éducation nationale que cette brave dame, dont j'ignore même le nom. Vous voyez, j'ai oublié le nom. Anne Genetet. Et qui... Cette instabilité effectivement ministérielle ne présage rien de bon, vous avez raison de le souligner. Alors il nous reste 3 minutes, Patrice Romain. Si vous pouviez donner quelques solutions justement pour un sursaut, pour un redressement, pour faire prendre conscience au système éducatif ses failles, quelles seraient ces solutions? Alors, je n'ai pas de solution. Simplement, ce qu'il faut, c'est du bon sens. Là, l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État. Donc, il y a les moyens. Simplement, les moyens, il faut les mettre où il y en a besoin. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est il faut un petit peu remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire que là, ça part dans tous les sens. Euh, l'éducation nationale n'a jamais aussi mal préparé nos enfants à leur future vie. Là, pour l'instant, à l'éducation nationale, on leur apprend qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi sans être sanctionnés, que ça ne sert à rien de travailler, puisque de toute façon, on passe en classe supérieure. Les évaluations, si on écrit son nom sans faire de faute d'orthographe, on a au moins 18 sur 20, enfin, etc., etc. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est faire appel à des gens honnêtes et indépendants pour faire un audit de l'éducation nationale, que l'on pointe effectivement toutes les difficultés sans les camoufler. Et une fois qu'on aura effectivement listé toutes ces difficultés, si on en a la volonté, là, on pourra les résoudre. Mais vous savez, M. Ndiaye, qui était un des ministres précédents, il avait demandé à ce que les chefs d'établissement remontent vraiment toutes les incivilités. Et puis, il a tout de suite arrêté parce qu'il y en avait trop. Alors évidemment, ensuite, le langage officiel, ça a été non, non, les chefs d'établissement ont mal compris ce que je demandais, etc. Mm. Donc voilà, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut se dire, l'éducation nationale est en grand danger, elle est en crise. Allez, on se retrousse les manches et puis on fait en sorte que ça redevienne l'éducation nationale qu'on a connue. Bon, en tout cas, on va finir sur ces paroles parce qu'elles nous donnent espoir. Merci beaucoup, Patrice Romain. Je rappelle que vous avez été donc instituteur, directeur d'école, principal de collège, et c'est justement une partie de votre expérience que vous nous livrez dans cet ouvrage, mais aussi, bien sûr, la voix souvent tue, souvent trop tue, celle des chefs d'établissement qui sortent enfin du silence grâce à ce livre, Omerta dans l'éducation nationale. C'est aux éditions du Cherche Midi. J'invite vraiment nos auditeurs à se procurer cet ouvrage et je vous remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer vraiment toutes les dimensions de l'éducation et les chantiers qui attendent notre nouvelle ministre. Pour combien de temps, on verra. Merci encore et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. À bientôt, au revoir.